Alors, je commence ce Journal Club pour vous présenter un article de Peng et al. Sorti en 2025, donc très récemment, sur les écarts liés au genre dans l'autopromotion scientifique, donc des chercheurs et des chercheuses sur les réseaux sociaux. Donc pas tous les réseaux sociaux, en fait ça va être Twitter, mais vous allez voir qu'à l'époque où les recueils de données sont faits, c'est le réseau social principal pour la diffusion de la recherche. Alors, quelques éléments de contexte avant de rentrer dans les questionnements que se sont posés les auteurs. Donc, comme je vous disais, le but de l'étude, c'est les comportements d'autopromotion scientifique des chercheurs et des chercheuses sur les réseaux sociaux et les différences éventuelles hommes-femmes dans ces comportements d'autopromotion. En fait, ils ont fait donc dans leur état de l'art quelques constats et puis quelques questionnements. Donc, je vous présente les constats et puis leurs questionnements. Et ensuite, il y aura une grosse partie méthodologie parce que vous allez voir que c'est une méthode, enfin en tout cas que pour ma part, j'ai pas l'habitude de lire. Non pas que ce soit une méthode forcément très originale, mais en tout cas, c'est pas proche de ma discipline ou de ce que j'ai l'habitude de voir, donc j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant. Le premier élément de constat, c'est qu'ils disent que, donc ils citent plusieurs études qui montrent qu'il y a quand même une importance, un rôle, un poids des réseaux sociaux dans la diffusion et surtout dans l'impact des résultats de recherche, c'est-à-dire que c'est des caisses de résonance quand même assez importantes des résultats scientifiques, à la fois dans les communautés scientifiques et aussi au-delà des communautés scientifiques, dans la société civile, en fait, passer par de la promotion, de exposer ces résultats de recherche via des réseaux sociaux, c'est vraiment, ça a un effet boost en fait de la visibilité des résultats. Donc ça, c'est un état de fait qui a été montré par plusieurs études causales notamment. Autre constat, c'est qu'ils voient qu'il y a un gender gap, donc un écart homme-femme, en l'occurrence en défaveur des femmes, hein, toujours dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui. On n'a pas trop d'exceptions à la règle pour aujourd'hui, malheureusement. Mais en tout cas, il y a un gender gap, donc un écart homme-femme dans la visibilité en ligne des scientifiques, donc elles sont moins visibles, les femmes scientifiques. Et il y a aussi un écart lié au genre dans le taux de citation et les récompenses faites aux scientifiques. Les femmes sont moins citées et moins récompensées scientifiquement. En tout cas, elles obtiennent moins de récompenses suite à leurs travaux scientifiques. Donc, il y a pas mal de choses qui pourraient expliquer ces différences-là, notamment tout ce qui a trait au biais lié au genre, et que ce soit des effets sociologiques, psychologiques ou autres. Mais en tout cas, eux, ils ont centré leur étude sur les comportements d'autopromotion. En fait, ils se sont posé la question, est-ce que ces écarts hommes-femmes pourraient être expliqués, ou en tout cas pourraient être en partie expliqués par des différences dans les comportements d'autopromotion? Alors, l'autopromotion académique, ici, c'est le fait de parler, d'exposer, de montrer les accomplissements scientifiques et académiques, d'en parler ouvertement dans un objectif de soutien à sa propre carrière. Voilà. Ce qui est plutôt sain, et en fait les chercheurs mettent en avant aussi leurs résultats, ils ont ce rôle-là de diffuser, de communiquer sur leurs propres travaux. Donc, est-ce que les différences de visibilité homme-femme s'expliqueraient par les comportements d'autopromotion? Ce qu'ils voient dans la littérature, ils font une revue de la littérature qui est assez express et en même temps très cohérente. Ils relèvent 3 grands champs de recherche en fait qui peuvent apporter un petit peu des éléments d'éclairage sur ces thématiques-là. Déjà, ils citent pas mal d'études qui montrent qu'il y a des biais liés au genre dans l'auto-évaluation et l'exposition des performances. En fait, dans certains contextes professionnels, plutôt représentés par exemple par des stéréotypes masculins ou des normes masculines, eh ben, les hommes vont avoir tendance à mieux évaluer leur propre travail et les femmes vont avoir tendance à moins bien évaluer leur propre travail ou leur propre performance. Donc, il y aurait un biais comme ça dans l'évaluation, mais potentiellement pour une même performance, c'est un peu surévalué d'un côté et sous-évalué de l'autre. Et du coup, il y aurait un biais aussi dans l'exposition des performances. Potentiellement, les hommes vont plus faire le choix d'exposer, de montrer leurs performances, alors que les femmes vont plus faire le choix de minimiser leurs propres performances et puis de les cacher un petit peu. Donc ça a été montré dans d'autres contextes que l'autopromotion scientifique. Mais ça pourrait justement venir éclairer des différences de visibilité online. L'autre champ de la littérature, c'est un champ qui est extrêmement développé, que moi je connais bien en psychologie sociale, c'est l'effet backlash. C'est le fait que, par exemple, quand des femmes adoptent un comportement qui contredit le stéréotype de genre ou les attendus en termes de stéréotype de genre féminin, par exemple, elles sont très directives,
elles sont très compétitives, etc. Donc, elles enfreignent le stéréotype de genre, eh ben, elles vont être pénalisées socialement. Donc, on va leur trouver moins de caractéristiques sociales. Par exemple, vous savez, Nicolas Lopez parle beaucoup de chaleur, de stéréotypes de chaleur, compétences. Ben, en fait, les femmes qui montrent beaucoup par exemple, de comportements stéréotypés masculins vont être moins bien évaluées en termes de chaleur. Donc, on a quelques études qui montrent que justement cet effet backlash, il n'est pas toujours constant. Des fois, il est pondéré par plein d'éléments de contexte, mais en tout cas, ça pourrait expliquer que, par exemple, les femmes auraient peur d'exposer leurs travaux parce que ça pourrait être perçu, par exemple, comme une infraction au stéréotype de genre, et du coup, elles pourraient être pénalisées socialement. Autre élément qui ressort de la littérature et qui pourrait expliquer aussi pourquoi les femmes sont moins visibles en ligne et peut-être pourquoi elles s'autopromeuvraient moins, c'est que tout simplement, il y a quelques études qui montrent que les hommes et les femmes vont pas répartir leur temps dans les tâches scientifiques de la même manière dans les contextes professionnels scientifiques. Et les hommes seraient plus enclins à faire des tâches qui sont directement scientifiquement valorisables, alors que les femmes seraient plus enclines à faire des tâches qui sont pas valorisables scientifiquement, par exemple s'occuper de la vie du laboratoire, apporter un soutien émotionnel aux plus jeunes, avoir des tâches d'enseignement, etc., mais pas des tâches, par exemple, de valorisation, enfin, qui soient valorisables scientifiquement directement. Donc, il y aurait une répartition comme ça implicite des tâches qui ferait que tout simplement, elles auraient moins de matière à valoriser au bout d'un moment et elles auraient aussi moins le temps de valoriser leurs propres travaux, factuellement. Il y a une étude qui porte sur les doctorants qu'on avait eu lors d'un précédent Journal Club de Miller et Rosca qui montre ça. Alors, au-delà de ces trois éléments, de ces trois champs de la littérature, il y a aussi quelques données que les auteurs soulignent qui pourraient montrer que, en fait, les comportements d'autopromotion des femmes et des hommes pourraient moins différer, par exemple, avec le temps, parce que, au fur et à mesure, les femmes et les hommes prennent conscience des biais liés au genre, et il y a quelques études qui montrent que les femmes vont avoir plus tendance maintenant à s'autopromouvoir. Elles vont avoir un petit peu moins peur de ça et elles vont le faire volontairement. Il y a aussi d'autres études qui montrent que la négociation salariale est faite de plus en plus autant par les hommes que par les femmes. Donc en fait, il y a une sorte de rééquilibrage qui se fait. Donc potentiellement, c'est un peu une sorte de contre-argument sur le fait que les hommes et les femmes ne se promeuvraient pas de la même manière. Peut-être qu'en fonction de la conscience des biais, finalement, ça pourrait venir équilibrer ces comportements d'autopromotion. Donc c'est une question que se posent les auteurs, tout simplement. Est-ce que la prise de conscience des biais pourrait avoir mené vers un rééquilibrage? Autre question qui se pose, c'est est-ce que finalement, quand le statut de la personne est assez prestigieux, assez important, est-ce que ça ne ferait pas disparaître les biais liés au genre, puisque le statut, il vient parler comme ça de la valeur professionnelle de la personne, et du coup, est-ce que les femmes se sentiraient pas plus confiantes une fois qu'elles ont, par exemple, un poste prestigieux pour promouvoir leurs travaux? Et si elles font des performances objectives, par exemple une étude qui est publiée dans une revue extraordinaire, on va dire que ça objective un peu la performance. Est-ce que pour le coup, les femmes ne pourraient pas plus s'autopromouvoir quand elles sont dans ce cas-là, parce que ça vient valider en quelque sorte leur performance scientifique? Donc ça, c'est une hypothèse, que ça vient amoindrir les biais liés au genre, mais c'est encore à l'état de question selon les auteurs, ça ne peut pas être uniquement dans un sens, parce qu'il y a aussi d'autres études qui montrent que plus les femmes vont avoir des performances hautes et plus elles vont monter en prestige social, plus elles vont prendre par exemple de pouvoir dans les organisations professionnelles ou plus elles vont se mettre en avant, et plus le prix à payer en termes de réaction négative va être élevé. Et donc plus elles s'exposent par exemple à des sanctions sociales. Donc voilà, soit c'est dans un sens, soit c'est dans l'autre, mais en tout cas, pour le coup, c'est une question que posent les auteurs. Est-ce que le statut et la performance va protéger des biais liés au genre, ou au contraire, est-ce qu'elle va les creuser? Autre question que se posent les auteurs, est-ce qu'il y a une spécificité des espaces numériques? Alors, comme Twitter ou comme les réseaux sociaux, justement. En théorie, il y aurait moins de barrières pour que les femmes s'autopromeuvent, parce qu'il y a une confrontation indirecte avec, par exemple, l'audience. Il y a une flexibilité aussi dans les horaires, les moments où elles peuvent utiliser l'outil, etc. Donc peut-être qu'elles peuvent plus s'autopromouvoir via ces réseaux-là, parce que les espaces numériques, on a quelques études qui montrent que les espaces numériques peuvent être un soutien, un tremplin pour les carrières des femmes.
Mais il y a aussi des recherches en contrepartie, c'est toujours un peu le pour et le contre, qui montrent qu'il y a des normes masculines plus présentes, par exemple sur ces réseaux-là, avec des comportements plus combatifs, des confrontations qui sont plus normalisées, et puis une sorte de compétition un peu plus constante dans ces espaces numériques-là, donc qui sont plus en phase avec le stéréotype masculin et qui sont moins en phase avec le stéréotype féminin. Donc potentiellement, des femmes peuvent se sentir moins en phase avec ces espaces-là. Et aussi, les études montrent que clairement, les femmes sont plus souvent harcelées que les hommes sur les espaces numériques. Ça, les chiffres sont assez évidents là-dedans. Donc peut-être qu'elles ne veulent pas s'exposer aussi. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il y a quelques éléments de fait qui pourraient laisser entendre que l'autopromotion pourrait être amoindrie chez les femmes et d'autres éléments qui pourraient laisser entendre que en fait, c'est les biais eux-mêmes qui pourraient être amoindris. Donc voilà, ça, c'est des questions que les auteurs vont se poser. Donc les questions sont les suivantes. Déjà, est-ce qu'il y a une différence liée au genre dans la tendance à promouvoir son propre travail scientifique sur les réseaux sociaux? Ça, c'est la question centrale qu'ils vont poser. On regarde donc un écart lié au genre. Est-ce qu'il a évolué avec les années? Donc vous allez voir que la période sur laquelle ils se basent, c'est de 2013 à 2018. Donc ils vont pouvoir voir s'il y a une évolution entre 2013 et 2018. Est-ce que cet écart lié au genre, s'il existe toujours, varie selon le statut et la performance? C'est ce que je vous disais juste avant. Est-ce que quand on a un statut très prestigieux, est-ce que quand on a une performance qui est objectivée, valorisée, en fait, est-ce que cet écart lié au genre, il subsiste ou non? Question importante aussi, est-ce qu'il est présent dans tous les domaines scientifiques? S'il existe, hein, toujours. Bon, je crois que vous vous doutez qu'il existe ce gender gap, mais est-ce qu'il est présent dans tous les domaines scientifiques? Est-ce que potentiellement dans des milieux scientifiques, dans des secteurs où il y a beaucoup plus de femmes, où la représentation homme-femme elle est plus équilibrée, est-ce que ce gender gap il serait peut-être un peu plus restreint, alors que dans d'autres secteurs où les femmes sont extrêmement minoritaires, par exemple, est-ce que ce gender gap il est beaucoup plus élevé? Ça, c'est une question qui se pose. Et enfin, les comportements d'autopromotion dépendent du retour attendu, c'est-à-dire que quand on autopromeut notre travail, on attend, même si c'est juste une réaction sociale en face, ou en tout cas, on attend un retour sur le comportement qu'on a eu. Et donc, est-ce que les retours obtenus sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes? Est-ce que les gens, en fait, réagissent de la même manière quand une femme s'autopromeut ou quand un homme s'autopromeut? Ce qui pourrait expliquer une sorte de cercle vicieux ou vertueux, en fait, de comment les gens réagissent et puis est-ce que je réitère mon autopromotion les prochaines fois. Donc ça, c'est toutes les questions qui se posent. Au niveau méthodologique, alors, c'est là que ça va être un peu délicat, parce que c'est des méthodes dont je vous parlais tout à l'heure que pour le coup, moi, je n'utilise pas forcément. Donc, ils ont utilisé des bases de données disponibles. Donc, ils ont négocié aussi l'accès à certaines bases de données, des bases de données extrêmement vastes, puisqu'on est sur des millions de données. Donc, en gros, ils sont partis des bases de données fournies par Altmetric, que vous connaissez, je pense, pour tout le monde. Donc, des articles publiés entre 2013 et 2018 qui ont eu au moins une mention en ligne, c'est forcément le cas puisque c'est sur Altmetric, puisque Altmetric regarde l'audience en ligne des papiers scientifiques. Donc, ils ont pris la base de données de Altmetric. Ils l'ont croisée via les DOI avec les bases de données de la MAC Database. Je ne sais plus comment c'est, la MAC, c'est Microsoft, je ne sais plus exactement ce que c'est la base, je pourrais vous le redire. Mais en tout cas, c'est une base qui contient toutes les métadonnées sur les articles. Donc, les auteurs, l'affiliation, l'impact factor du journal, enfin voilà, il y a énormément d'informations qui est fournie par cette base de données, je vous les listerai tout à l'heure. Donc, ils obtiennent une base de données d'articles qui a une audience en ligne et puis des caractéristiques sur ces articles. Ils croisent ces articles-là avec les mentions de ces articles sur Twitter. Donc là, ils ont plus de 23 millions, enfin je vous le remettrai après, mais 23 millions de tweets qui parlent de tous les articles. Donc c'est des bases de données à peu près incommensurables. Donc 72% des articles qu'ils vont avoir eux dans leur base de données ont été mentionnés sur Twitter d'une manière ou d'une autre, sachant que les mentions qui ont été faites sur Twitter, qui est en fait X, ont été faites soit par les auteurs eux-mêmes, soit par d'autres utilisateurs. Mais en tout cas, ils ont les articles et les mentions de ces articles-là. Et pour chaque article, ils vont inférer le genre des auteurs, tout simplement, et ils vont regarder si l'article a été cité sur Twitter par l'auteur ou par quelqu'un d'autre. En fait,
finalement, c'est aussi simple que ça. Juste pour vous dire ici, pour inférer le genre des auteurs, comment ils ont fait. Alors, ils ont utilisé un algorithme qui avait déjà été utilisé et validé, enfin, en tout cas, en termes de précision, qui avait été déjà éprouvé en termes de précision par Fardéal en 2017. Parce que c'est sûr qu'ils ne l'ont pas fait manuellement avec, avec autant de données. Ils ont quand même fait une vérification manuelle en piochant au hasard sans nom d'auteur. Et ils ont comparé les ratios obtenus qu'ils inféraient comme ça humainement, manuellement, avec les ratios estimés par l'algorithme. Et ils ont comparé aussi les résultats fournis par l'algorithme à des bases de données réelles disponibles où les chercheurs en fait auto-citaient, enfin, pardon, j'ai perdu le mot, mais en tout cas auto-déterminaient leur genre et ils s'auto-catégorisaient comme hommes ou femmes. Et puis en tout cas, les auteurs là et les résultats fournis par leur algorithme. Et ils en ont conclu que leur algorithme avait été très précis dans l'inférence du genre par rapport au prénom, sachant que, avant que vous vous posiez la question, ils ont fait aussi un échantillon de personnes dont les noms étaient neutres et dont les noms n'avaient pas été inférés, en tout cas, ils n'avaient pas réussi à inférer si c'était des hommes ou des femmes. Donc en fait, ils ont une bonne partie de l'échantillon en fait, qu'ils n'ont pas utilisé d'auteur. Un élément important ici, c'est que pour faire leurs analyses, ils ne sont pas basés sur les auteurs ni sur les articles en tant que tels, mais ils se sont basés sur la paire article-auteur. En fait, ça devient leur unité d'analyse. Concrètement, ils ont 2 millions d'articles écrits par 3,5 millions auteurs. Mais un article peut avoir été écrit justement par plein d'auteurs, et dont certains vont le valoriser, le promouvoir sur les réseaux et d'autres non. Et parmi tous les auteurs, les 3 millions d'auteurs, 3,5 millions, ont écrit peut-être plusieurs articles, et puis peut-être qu'ils en ont valorisé certains sur les réseaux sociaux et pas d'autres. Donc, ils ne pouvaient pas prendre soit les articles, soit les auteurs, parce qu'il y a trop de variabilité. Ce qui fait qu'ils ont pris la paire auteur-article, et donc ils arrivent à plus de 11 millions de paires article-auteur. Par exemple, un article qui a été signé par 5 auteurs, eh ben, ça fait 5 paires. Vous voyez la logique? Et puis, un auteur qui a écrit, je ne sais pas, 12 articles, ça fait 12 paires. Parmi les pairs PARS, RES, ils ont 64% de pairs avec un auteur masculin et puis 35% de pairs avec un auteur féminin. Donc, on voit déjà qu'il y a une surreprésentation de base dans la publication, mais en tout cas, ce n'est pas forcément l'objet de cette recherche ici, mais c'est un petit élément qu'on peut avoir en tête aussi. Et ils ont récupéré 23 millions de tweets sur X à propos de tous ces articles-là. Donc, je répète, des tweets qui peuvent avoir été émis par les auteurs eux-mêmes ou les autrices ou par d'autres personnes qui ne sont pas du tout les auteurs du papier. Et donc, ils vont regarder si la probabilité d'auto-promouvoir son propre travail va varier en fonction du genre de l'auteur. Concrètement, ils vont faire des modèles de régression avec comme prédicteur le genre de l'auteur. Et puis, ils vont mettre plein de covariants, plein de variables contrôle pour essayer de voir si c'est impacté par la discipline, par ceci, par cela. Et ils vont regarder si ça augmente ou diminue la probabilité d'auto-promouvoir son travail. Donc là, je vous ai mis la liste des... Sachant qu'il y en a d'autres aussi. Ils ont fait vraiment un nombre impressionnant de tests et d'analyses. Donc là, c'est la liste des variables qu'ils vont contrôler et qu'ils vont tester. Parce qu'effectivement, vous avez pu vous dire... peut-être que la probabilité d'auto-promouvoir son travail, elle dépend si j'ai été premier auteur ou si j'ai été 25e auteur. Bon, en fait, ils l'ont pris en compte. Est-ce que si je suis un auteur qui a beaucoup de publications, je vais moins prendre la peine de citer mon travail après? Est-ce que si je suis un auteur qui a beaucoup de citations, je vais moins prendre ou plus prendre le temps de citer mon travail? Ils l'ont pris en compte, donc le nombre de publications par auteur avant la publication de l'article considéré, le nombre de fois où cet auteur a été cité dans d'autres recherches avant la publication, le rang de l'affiliation, est-ce que c'est une affiliation qui va être prestigieuse, la localisation de l'affiliation, donc l'affiliation c'est l'institution ou le laboratoire, hein, ça ils l'ont par la base de données MAG. La localisation, alors là c'est un petit peu, je dirais que c'est le point le plus bancal, c'est ils ont fait un croisement latitude-longitude et pour essayer de voir surtout si c'était Amérique du Nord et versus autres. Parce qu'ils ont estimé qu'il y avait peut-être une surreprésentation de l'utilisation de X en Amérique du Nord, ce qui est sûrement vrai par ailleurs. Ils ont regardé l'année de publication, ils ont regardé l'impact factor du journal
pour justement savoir si on s'autopromouvait plus dans les journaux à fort impact ou pas. Ils ont regardé le nombre d'auteurs sur chaque article, le secteur. Ils ont eu bien raison. Ils ont estimé que potentiellement, il y avait aussi un facteur qui est un facteur hasard, ce que j'ai trouvé assez fascinant d'ailleurs à faire. Et donc, ils ont mis au niveau statistique un effet aléatoire pour chaque article en disant qu'en fait, finalement, chaque article a aléatoirement une probabilité d'être promu ou pas. Et donc, en fait, à chaque fois, ils font des modèles statistiques en contrôlant tout ça. Alors, ils intègrent tous ces facteurs un à un au fur et à mesure pour voir s'il y a des écarts de genre en fonction de chaque configuration. Et à la toute fin, ils rajoutent cet effet aléatoire en essayant de voir si, même quand ils mettent quelque chose de totalement aléatoire lié à l'article directement, les auteurs, en fonction de s'ils sont un homme ou une femme, ils vont avoir une tendance quand même différente à promouvoir leur article publié. Voilà, j'espère que c'est assez clair cet aspect méthodologique. En tout cas, les résultats, eux, ils sont assez clairs. C'est que sur l'ensemble des données, à partir du moment où ils ont contrôlé toutes les covariables, le secteur, le rang, le prestige, l'impact factor, etc., le nombre d'auteurs, sur 2013 et 2018, s'ils lissent et s'ils font la moyenne des probabilités d'autopromouvoir son travail sur X entre 2013 et 2018, les femmes ont 28% moins de probabilité de s'autopromouvoir. Donc, je vous ai mis les chiffres, les hommes, c'est entre 2,42 et 10,55%, les femmes entre 1,75 et 7,69%. Dans tous les cas, et vous voyez, elles sont en orange sur les graphiques et eux, ils sont en bleu sur les graphiques, elles ont une moindre probabilité d'autopromouvoir leur travail. Résultat important, c'est que ce gap, donc cette différence homme-femme, il augmente entre 2013 et 2018, c'est-à-dire que c'est pire en 2018 que ça ne l'était en 2013. On aurait pu se dire que potentiellement le fait de s'accoutumer à l'utilisation de réseaux sociaux fait qu'on va avoir un équilibre qui se crée entre les genres. En fait, c'est plutôt l'inverse, ça se creuse. Une question importante qui se sont posées, c'est est-ce que ça peut être expliqué par l'utilisation de X ? Parce qu'en fait, ils ont quelques études qui montrent que les hommes sont plus susceptibles d'être actifs. Donc, pas forcément d'être titulaire ou je sais pas comment dire, mais d'avoir un compte sur X, mais d'être actif, de publier, de tweeter. Donc, effectivement, les hommes sont plus susceptibles d'être actifs, ça ils l'ont vérifié. Et il se trouve que les comportements d'autopromotion sont plus fréquents chez les personnes qui sont actives sur X. Donc, c'est logique, en fait. Plus les personnes sont actives, plus elles vont publier aussi leurs propres travaux. Mais là, ils font une analyse où ils conservent uniquement l'échantillon actif, donc hommes et femmes, et ils font des comparaisons hommes-femmes en contrôlant, encore une fois, toutes les variables, en lissant, en pondérant aussi. Ils font des très, très belles statistiques. Hein. Et en ayant toutes ces choses égales par ailleurs, en quelque sorte, les femmes actives sur Twitter ont quand même 9,4% moins de probabilité de s'autopromouvoir par rapport aux hommes actifs sur Twitter. Donc, ça veut dire que, pour le coup, c'est expliqué partiellement, mais pas totalement, par l'utilisation du réseau social en lui-même. Mais c'est quand même expliqué assez partiellement par l'utilisation de ce réseau social. Sachant que, est-ce que le fait d'être actif ou non sur Twitter n'est pas lui-même influencé par des biais liés au genre ? En fait, finalement, on recule d'une case, mais on décale le problème. Le problème devient sûrement le même, en fait, une case en arrière. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails pour ne pas prendre de temps, mais ils font des résultats supplémentaires, ils font des contrôles. Je vous dis juste le dernier parce que je l'ai trouvé très drôle. Donc, ils font des tests divers et variés. Vous l'avez dans ma colonne dans mon petit encadré à droite, là. Le dernier, je l'ai trouvé très drôle, c'est qu'ils ont créé des échantillons hommes-femmes réels sur leurs données, mais en sélectionnant des individus qui étaient absolument parfaitement comparables en termes de toutes les caractéristiques qu'ils ont prises en compte, en termes de nombre d'articles, nombre de situations, statut, impact factor des journaux, etc. Ils ont créé une sorte d'échantillon comme ça théorique avec je ne sais pas combien de femmes et je ne sais pas combien d'hommes, d'ailleurs ils ne le disent pas, mais qui sont parfaitement comparables parce que chaque femme va avoir une sorte de clone masculin et chaque homme scientifique va avoir une sorte de clone féminin. Ce que je trouve très, très drôle, c'est d'imaginer que certains d'entre nous aient pu publier entre 2013 et 2018 et en fait se sont vus sans le savoir attribuer un clone masculin ou féminin dans le cadre de cette recherche-là. Si ça vous est arrivé, peut-être que c'est le cas.
Et donc après, ils ont comparé les effets purs du genre dans ces échantillons théoriques comparables. Et puis donc ils voient que ça se maintient. Les femmes autopromeuvent moins leurs travaux, même avec leur clone masculin. Alors, je continue dans les résultats. Ils ont pris en compte les secteurs scientifiques. Donc, ils ont fait deux versions un petit peu de ces tests-là. Une version où ils ont pris 4 grands domaines, donc sciences sociales, sciences de la vie, sciences de la santé, sciences physiques, et ils ont essayé de vérifier si dans les 4 grands domaines, les biais liés au genre, enfin en tout cas le gender gap, il se maintenait. La réponse est oui. Les femmes sont systématiquement moins autopromues, enfin s'autopromeuvent systématiquement moins, et puis ils disent que c'est à peu près comparable. Il n'y a pas des écarts qui sont plus faibles ou plus élevés dans certains champs. Et ils ont fait aussi les mêmes tests avec 26 champs disciplinaires définis par Scopus. Donc voilà, et les résultats sont similaires. C'est-à-dire que même dans les disciplines où les femmes sont mieux représentées, en fait, ça ne change pas grand-chose sur les comportements d'autopromotion. Alors peut-être que c'est mieux ou moins bien, j'en sais rien, enfin sûrement mieux pour plein d'autres aspects, mais en tout cas pour l'autopromotion, ça ne va pas changer grand-chose. Et le résultat que j'ai trouvé pour le coup le plus marquant, c'est que pour les femmes qui sont les plus prolifiques, qui ont le plus de publications, qui sont affiliées aux établissements, aux laboratoires les plus prestigieux, parce qu'il y avait un rang qui était attribué à chaque affiliation, puis ils avaient fait un recodage en 10 points. Ça, je ne vous l'avais pas dit, mais voilà, ils avaient fait un recodage en 10 points. Les femmes qui sont les plus prolifiques, qui sont affiliées aux affiliations laboratoires les plus prestigieux et qui publient leurs papiers dans les journaux à plus fort impact, c'est pour elles qu'il y a le plus de biais. C'est-à-dire que l'écart, il se creuse avec le prestige et avec la productivité des chercheurs. Donc, pour la productivité de recherche, en fait, globalement, plus on publie, plus on s'autopromeut jusqu'à atteindre un certain seuil. Vous le voyez d'ailleurs c'est le C. Ça monte, on s'autopromeut, et puis paf, à un moment, ça atteint une sorte de niveau, et puis il va y avoir une chute ensuite. Donc, c'est pareil pour les femmes et pour les hommes, sauf que l'écart entre les femmes et les hommes se creuse à mesure que les gens ont un nombre de publications qui augmente. Au niveau de l'affiliation, le gender gap, il est plus fort pour les affiliations qui sont les mieux cotées au niveau international, qui ont les plus forts rangs, les rangs les plus prestigieux. Et au niveau de l'impact factor, c'est exactement la même chose, et je vous ai mis ce chiffre que j'ai trouvé extrêmement marquant, c'est que pour les journaux avec un impact factor supérieur à 40, donc c'est quand même un très très bon impact factor, avec énormément d'audience, énormément de visibilité, eh bien, les hommes sont 85 fois plus susceptibles de s'autopromouvoir, c'est-à-dire que le 28% de précédemment, il était déjà gros, mais là, on est à 85%. Donc, en gros, la question que les auteurs se posaient, est-ce que le fait d'avoir une sorte de valeur objectivée de leurs travaux avec un impact factor énorme, un prestige de l'institution, est-ce que ça va préserver, est-ce que ça va lisser les biais? En fait, non, au contraire, ça les creuse. C'est-à-dire que plus c'est prestigieux, plus enfin après, peut-être que est-ce que les hommes ne vont pas encore plus exposer leurs travaux et les femmes encore moins, ça, on ne sait pas. On ne sait pas dans quel sens ça va. Mais en tout cas, l'écart, il est plus creusé. Voilà, j'ai encore un tout petit peu de résultats et ensuite je passerai aux conclusions. Vous savez, ils se sont demandé si, pour aller encore plus loin, ils ont analysé 23 millions de tweets. Donc, ils avaient les tweets des auteurs eux-mêmes, mais aussi les tweets faits par d'autres personnes qui n'étaient pas les auteurs. Ils se sont demandé, est-ce que finalement, quand un homme promeut son propre travail, il obtient plus de réactions, ou moins de réactions, ou autant de réactions que quand un homme promeut son propre travail? Ils ne se sont pas intéressés aux likes ou aux retweets. Ils se sont intéressés aux mentions. Alors ça, je pense qu'il l'explique de manière méthodologique. Je ne pense pas que ce soit un choix... Enfin, il voulait peut-être aussi avoir un certain niveau d'engagement de l'audience par rapport à l'article. Et donc, aller plus loin qu'un simple like et puis avoir une mention. En tout cas, méthodologiquement, c'est le choix qu'ils ont fait. Et donc, ils ont essayé de voir s'il y avait des différences hommes-femmes. Ce qu'ils voient, c'est que plus l'autopromotion est faite par un auteur, plus ça crée de réactions sur Twitter. Et d'ailleurs, ils ont contrôlé aussi le nombre de followers pour pas que ça vienne impacter les résultats. Donc, plus on s'autopromeut, plus on a de réactions sur Twitter. Mais ce qu'ils voient, c'est que l'effet boost en fait, de s'autopromouvoir, il est plus fort chez les hommes que chez les femmes. Donc, en fait, ça fait comme une sorte de courbe qui monte dans tous les cas. On s'autopromeut
et on a plus de visibilité, sauf que pour les hommes, eh ben, la courbe elle va monter un peu plus vite, alors que pour les femmes, la courbe elle va monter un peu plus lentement. C'est une question d'angle, mais sinon c'est un peu la même chose. Donc en fait, finalement, les femmes, elles ont moins de retour sur investissement. Alors, ils ne l'expliquent pas, hein. Moi je pense qu'on peut l'expliquer de plein de manières, on pourra en rediscuter, mais en tout cas, ils l'ont vérifié sur quand même un petit échantillon modeste de 23 millions de tweets. Ils ont fait des résultats encore, c'est pareil dans mon encadré, on pourra y revenir si vous voulez. Ils ont fait des tests différents pour chaque année, en fonction du nombre d'auteurs. Ils ont vérifié si c'était des scientifiques qui répondaient ou si c'était des non-scientifiques qui répondaient. Dans tous les cas, c'est la même chose. Ils retrouvent à peu près les mêmes résultats avec peut-être des variations dans le chiffre final, mais en tout cas, l'effet est le même. Ils ont fait aussi, ce que je trouve assez intéressant, c'est tout simplement une analyse exploratoire, mais ils se sont dit, est-ce que ça peut tenir aussi à la teneur des messages? Est-ce que les mots qui sont employés dans les tweets sont peut-être différents entre les hommes et les femmes et que certains vont susciter peut-être plus de réactions ou pas d'ailleurs? Ce qu'ils voient, c'est qu'il y a effectivement, donc ils ont utilisé un autre outil qui s'appelle Vader qui analyse des données qualitatives, enfin textuelles. Ils voient qu'effectivement, les hommes, ils vont avoir statistiquement plus d'utilisation des mots. Donc, ils citent un novel, excellent, robuste, remarquable et unprecedented. Et les femmes vont avoir plus d'utilisation de mots comme amazing, creative, supportive, inspiring. Donc, je ne sais pas ce que ça dit, mais en tout cas, ça dit que le vocabulaire, effectivement, n'est pas forcément le même utilisé. Est-ce que c'est ça qui va créer des réactions différenciées chez les autres utilisateurs de X ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a peut-être une piste à aller voir ici, et c'est pour ça que pour eux, c'est une analyse exploratoire. Voilà, j'ai peur de trop parler, donc je récapitule juste les résultats, puis les implications, puis après, je vous laisserai la parole. Mais en gros, les femmes ont moins de probabilité de s'auto-promouvoir sur Twitter, même en tenant compte même en contrôlant en fait des facteurs importants. L'écart, il est observé, ça je ne l'ai pas verbalisé tout à l'heure, mais c'est vrai que pour un même article, différents auteurs, on voit ce biais lié au genre, enfin cette différence de genre. C'est un gender gap qui a augmenté entre 2013 et 2018. Il est plus marqué chez les femmes les plus performantes. Et quand on s'intéresse à l'utilisation de X, ça explique en partie ce résultat uniquement. Donc les limites, c'est l'utilisation unique de X comme réseau social. Donc je rappelle, c'est entre 2013 et 2018, c'était peut-être que maintenant il y a moins d'utilisation de Twitter pour la promotion scientifique, mais en tout cas à l'époque, il y avait plusieurs études qui avaient montré que les articles scientifiques, leur visibilité médiatique, enfin, en tout cas sur les réseaux sociaux, elle était à 90%, plus de 90%, concentré par Twitter. C'est-à-dire que tous réseaux sociaux confondus, c'était Twitter qui concentrait plus de 90% des mentions scientifiques. Les limites, c'est l'inférence du genre à partir des prénoms, ça on pourra en reparler. Ils ont des données qui sont très concentrées sur l'Occident. Ils le voient en regardant les localisations. Ils n'ont pas tenu compte des effets de race, ethnie, des situations intersectionnelles, des effets de non-binarité des scientifiques. Potentiellement, on peut avoir un prénom féminin et être non-binaire. Et leurs algorithmes sont certes précis, mais imparfaits, puisque des fois, faire matcher... Ah oui, je ne vous avais pas expliqué ça d'ailleurs. Comment ils font matcher le nom des auteurs et les utilisateurs de X. En fait, ils utilisent un algorithme qui va justement faire matcher. Est-ce que le nom de l'auteur apparaît dans la liste des gens qui ont parlé de l'article sur X? Et donc, si ça apparaît, ils vont dire qu'il y a une autopromotion, et si ça n'apparaît pas, ils disent qu'il n'y a pas d'autopromotion. Donc, des algorithmes précis, mais imparfaits, en tout cas pas absolument parfaits, sans aucune faille. Et au niveau des implications, il y en a beaucoup pour la visibilité des femmes scientifiques, pour la diffusion des résultats de recherche. Il y a quand même du coup une moindre visibilité. Par voie de conséquence, ça fait que des travaux faits par des femmes sont moins visibles. Il y a moins de modèles féminins aussi pour les plus jeunes qui voudraient, par exemple, viser certaines carrières. Il y a peut-être des thématiques de recherche qui sont moins visibles aussi, peut-être des disciplines qui sont moins visibles, donc en fonction des croisements avec la représentation des femmes. Ils disent que ça nécessite d'informer, de former, donc ça peut-être dans nos formations, c'est quelque chose qu'on peut... Enfin voilà, on pourrait avoir une réflexion là-dessus, moi je trouverais ça hyper intéressant. Ils disent qu'on pourrait avoir une réflexion aussi sur les métriques utilisées pour l'évaluation des critères et des avancées de carrière.
Effectivement, si le critère, ça va être, par exemple, ou si pour donner une récompense scientifique, on va se baser sur la caisse de résonance sociale ou sur l'impact des recherches, bon, bah, il faut savoir que cet impact-là, il est pas égal pour tout le monde. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Il souligne que c'est la responsabilité des institutions et non pas des personnes, ce que j'ai trouvé très sain. Voilà, je pense que vraiment je m'arrête là. Amandine. Super intéressant et on voit à quel point ça t'a animé dans ce que tu vivais. Moi, j'avais une question sur, enfin, je ne sais pas si c'est une hypothèse qui ont pu tester, c'est peut-être pas simple, mais intuitivement, moi, je me disais que le contexte autour comptait beaucoup, au-delà du secteur, au-delà du pays. Tu vois, si tu es dans un labo de femmes où tu as des rôles modèles femmes qui t'embarquent, tu vas peut-être plus te promouvoir, ou au contraire, si tes rôles modèles ils se promeuvent pas, tu vas pas te promouvoir. Mais je me demandais s'ils avaient regardé à une échelle très locale, enfin, si la femme est entourée de femmes ou est entourée que d'hommes. Je te dis ça parce que je sais qu'il y a des papiers dans les secteurs technologiques très masculins sur le fait que l'avancée de carrière des femmes est rendue difficile par une auto-inhibition encore plus grande par le fait qu'il n'y a pas de rôle modèle et toutes les craintes que tu as expliquées là aussi, enfin, que ce soit harcèlement ou plein d'autres trucs, sont plus prégnantes. Mais voilà, donc je me demandais. Alors, au niveau de là, l'article, enfin, cette recherche spécifiquement, ils l'ont pas fait parce que en fait, tout simplement, ils n'ont même pas interrogé les chercheurs dont ils ont pris les données. Enfin, oui, si clairement, les gens de l'échantillon, en fait, ils les ont pas directement interrogés, donc ils n'ont pas relevé cette information-là. Puis je pense qu'ils l'avaient pas dans les bases de données. Par contre, ils avaient la discipline et ils ont imaginé que dans certaines disciplines, il y avait un ratio, par exemple, plus de représentation hommes-femmes ou moins de représentation d'hommes et de femmes. Donc, ce qu'il voit, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les secteurs disciplinaires. Donc, d'un côté, ça laisserait entendre que potentiellement, quelle que soit la représentation, il y a des comportements qui sont similaires. Et en fait, même si on augmente le nombre de femmes, ça change pas les pratiques. Moi, ce que je répondrais à ça, enfin, du coup, déjà pour dire que dans l'article, il n'y a pas la réponse, à part qu'en termes de discipline, il ne voit pas de différence. Moi, ce que je répondrais à ça, c'est que au niveau des rôles modèles, donc par exemple de la présence de femmes, dans la littérature, les résultats, ils sont assez contradictoires, c'est-à-dire qu'il y a des résultats d'études qui montrent que en fait, ça a des effets positifs, d'autres qui montrent que ça peut même avoir des effets négatifs, et d'autres qui montrent que ça n'a pas d'effet. Enfin, vraiment, les résultats, ils sont pas du tout linéaires. Par contre, ce que tu soulèves, je pense que c'est plus une question pas forcément uniquement de représentation, mais de comportement et de comment on va normaliser certains comportements. Et effectivement, comme ce que tu disais, si on a, même ça pourrait même avoir un effet pervers, parce que si on est dans une discipline où il y a plein de femmes qui sont toutes extrêmement modestes et qui mettent jamais en C'est avant ça. leurs travaux, bah, on peut se dire, bah, finalement, je vais pas mettre en avant mes travaux Ouais, aussi. ouais, oui, oui, c'était vraiment à double tranchant dans ma tête. Ça pouvait soit éventuellement avoir un rôle positif, soit à l'inverse, te dire que la norme, c'est peut-être pas se promouvoir, quoi. C'est ça. Et potentiellement, ça se trouve, il en faudrait une seule qui s'autopromeut beaucoup et puis qui soit du coup socialement valorisée aussi, parce qu'il y a aussi ce qui Mm. montrait en intro, l'effet backlash sur le fait que justement les comportements d'autopromotion peuvent être mal évalués. Et ça, ils l'ont pas dit, mais moi j'avais lu pas mal de trucs aussi sur l'effet backlash où ça peut être, enfin, par exemple, s'auto-promouvoir, on peut être mal évalué. Par contre, avoir un comportement combatif, assertif pour promouvoir le travail de quelqu'un d'autre, et ben là, on est dans un rôle altruiste et du coup, on est bien évalué et l'effet backlash n'existe pas. Donc, en fait, il est très aussi fluctuant en fonction de pourquoi on le fait. Là, on pourrait imaginer que, par exemple, une femme qui valorise des travaux qui ont un impact sociétal fort, par exemple des travaux en santé, des travaux sur des populations qui sont vulnérables, des travaux avec des fortes implications, par exemple écologiques, eh ben, peut-être elle va pouvoir être plus valorisée que quelqu'un qui promeut des travaux dont on ne voit pas l'utilité sociale. Par exemple, ça pourrait être une hypothèse à aller voir.
Et sur et après, je laisse la parole aux autres, hein. Et là, c'est plus un commentaire sur les porteurs de projets deep tech, donc chercheurs, futurs entrepreneurs qu'on accompagne. On voit aussi vraiment une différence. Alors, sur LinkedIn, parce qu'aujourd'hui, c'est LinkedIn qui est utilisé dans les comportements d'autopromotion. Et enfin, c'est hyper marqué, hyper marqué. Les hommes, parfois, vont promouvoir des trucs tout petits, alors que les femmes vont attendre d'avoir un méga grand truc avant de se dire je m'autorise à faire un post pour faire de l'autocongratulation, quoi. Et souvent pas tourné de la. Enfin, c'est pas du tout une analyse scientifique, hein, que je propose là, donc à mettre toutes les pincettes du monde dessus. Mais moi, ce qui me marque souvent, c'est la manière aussi dont sont tournés les éléments d'autopromotion. L'homme a beaucoup plus tendance, dans ce que je vois, à axer sur sa réussite à titre personnel, enfin, qu'il a passé un milestone, enfin, et la femme va beaucoup plus le tourner sur c'est un pas vers l'impact que le projet pourrait avoir, ou enfin, et en gommant, vraiment, moi je le lis au fait que, enfin, Eva, elle sera dans la même sens que moi, mais on en a énormément plus des femmes que des hommes qui ont un gros syndrome de l'imposteur dans nos promos qu'on accompagne, mais elles se reconnaissent pas la réussite à elles, en fait. Dans le wording, c'est marqué, en fait, hein. Je sais pas si elle est là, non, elle est pas là, mais c'est un truc intéressant pour Naina. Ouais, totalement. Et là, donc c'est comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas interrogé les personnes directement, mais moi je trouve que ça mérite tellement des études justement sur les freins à l'autopromotion et les freins, enfin, sociaux, mais aussi psychologiques, et les impacts perçus, et justement comme ce que tu disais, est-ce que déjà ils vont voir elles et ils vont voir la valeur de leurs propres travaux? Est-ce qu'ils vont y voir des impacts? Et puis aussi sur la manière dont c'est fait. Justement, parce que je pense que c'est très juste ce que tu dis, le fait de mettre en avant aussi même le collectif. Nous, on a fait que ça en tant qu'équipe et non pas moi individuellement en tant que personne. Enfin, peut-être que peut y avoir aussi des différences hommes-femmes sur cette tendance-là. Ça, pourrait être le cas. Et par rapport à ça aussi, dans les implications, il y a quelque chose qu'ils disent que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est aussi de notre... Enfin, ils disent que une des clés, c'est d'en parler, de montrer clairement, c'est pour ça que je parlais de nos formations, de parler clairement de ce biais-là, de montrer qu'il n'est pas forcément, il n'est pas justifié du tout en termes de prestige et de performance, puisque là, en l'occurrence, il se creuse même avec la performance. Donc, pour que les personnes en aient conscience et aussi pour que nous autres, n'importe quel chercheur ou personne qui gravitons autour de la recherche, on puisse aussi être cette caisse de résonance plus juste sur les réseaux sociaux. Parce que c'est aussi, là par exemple, on voit que les personnes ne réagissent pas de la même manière, pas autant quand c'est une femme qui s'autopromeut ou quand c'est un homme qui s'autopromeut. Et ils disent que c'est aussi, et je suis d'accord avec eux, une sorte de responsabilité collective, comme ça, d'essayer de rééquilibrer en partageant, en réagissant aussi de manière équilibrée. Pas forcément en boycottant les travaux faits par des hommes, mais en tout cas en essayant d'avoir nous-mêmes des réactions équilibrées en termes de pourcentage de réaction et de qualité de réaction quand on voit des travaux des uns et des autres.